Quels sont les outils que nous pouvons donc utiliser pour nous assurer d'une bonne éducation de nos enfants? Il y en a plusieurs. Donc, je vais nous prier d'être un peu patient pour que je puisse énumérer tout ce que j'ai pu glaner un peu partout. Le premier outil que j'ai découvert, c'est une atmosphère chaleureuse, c'est-à-dire l'affection, la tendresse, les gestes et les paroles d'amour. L'atmosphère chaleureuse fait que nos enfants ont envie de nous suivre, de nous faire plaisir, et ça motive leur apprentissage. Quand tu es à la maison et que tu es toujours en train d'être nerveux avec les enfants, à la fin, qu'est-ce qui se produit? Je me souviens d'un moment dans une famille où le papa est au salon avec les enfants. Les enfants commencent à sortir un à un. Ils vont dehors. Le papa se rend compte qu'il est seul au salon à un moment. Et les enfants sont en train de causer dehors, peut-être avec la mère. Le papa va dehors pour retrouver les enfants. Les enfants parlent avec lui au début, mais petit à petit, un enfant entre, un autre enfant entre dans la chambre, un autre enfant, et à la fin, il se retrouve encore seul dehors. C'est-à-dire, l'atmosphère chaleureuse, nous devons créer une ambiance, nos parents, nous devons créer une ambiance qui fait que les enfants se sentent en confiance avec nous et qu'ils aient envie de s'ouvrir et de nous ressortir et les bons côtés et les mauvais côtés qu'ils ont. Et je me souviens moi-même, l'expérience que j'ai faite, c'est que quand j'étais étudiant, je donnais des répétitions à un garçon, un petit garçon, et je mettais tous les moyens psychopédagogiques que j'avais à ma connaissance à l'époque pour motiver le petit à apprendre. Par exemple, il y a des fois où on commençait par une courte séance de jeu. On faisait un peu de football ou un peu de ping-pong, etc. On commençait des petites choses. Les gens qui font psychopédagogie, vous appelez ça quoi? Brisure de glace ou un truc comme ça. En tout cas, je faisais quelque chose pour mettre le petit en confiance. Activité Et ensuite, brise-glace. Activité brise-glace, ouais. voilà, activité brise-glace, merci. Et je faisais donc cette activité avant de lancer la répétition proprement dit. Ça le galvanisait et était très chaud pour apprendre avec moi. Dans la même période, j'avais ma petite sœur qui était en première terminale, qui avait besoin d'aide en maths. Je l'ai prise en main un jour et quand elle n'arrivait pas à comprendre un exercice, je me suis surpris en train de la gronder et de hurler sur elle. Mais plus je hurlais, plus elle se fermait et ne comprenait rien. J'ai demandé qu'on fasse une pause parce que ma colère montait tellement que j'ai senti que si je continuais là, je pouvais sortir de moi-même. Alors, pendant cette pause, je me suis souvenu de la belle attitude que j'avais avec le petit garçon et ce qui contrastait totalement avec celle que j'avais à la maison. J'ai décidé de changer l'atmosphère en tolérant les erreurs de ma petite sœur et en l'encourageant, quelles que soient ses réponses. Et elle a commencé à avoir de meilleures notes. Et plus tard, elle a été même elle a eu la meilleure note dans cette discipline-là au niveau de son école. J'ai compris plus tard en échangeant avec elle que ce n'est pas tant que mon explication était mauvaise, mais c'est qu'elle ne voyait derrière mes explications que la colère et les grondements qui allaient se produire si elle ne retenait pas tout correctement. Et cela créait en elle la peur et donc le blocage de son intelligence. En plus donc de cet outil qui est l'atmosphère chaleureuse, j'ai trouvé l'outil que nous tous nous connaissons puisque toutes les mamans, tous les papas le font quand le bébé vient de naître, c'est l'attention. L'enfant est quelqu'un à valoriser, lui donner une place, lui donner beaucoup de... lui montrer qu'on est attentif à lui ou à elle, qu'on est attentif à ce qui se passe au fond de lui. C'est vital pour l'accompagner dans sa croissance. Je suis tombé sur un lien Internet qu'on pourra vous poster en bas de cette vidéo où une femme raconte deux histoires qui l'ont aidé à voir qu'il est possible dans certaines situations d'éduquer sans punir. Elle présente deux situations. Une où ils ont grondé et puni leur fille. Un soir, ils jouaient à se toucher le nez avec les enfants lorsque leur fille, au lieu de toucher le nez de son petit frère, elle lui a mis les deux doigts dans les yeux. Le petit frère a hurlé de douleur
Et le père a hurlé sur la fille en disant, ça ne va pas, non, qu'est-ce que tu fais? Hein? Et la fille s'est mise à pleurer. La mère a pris le petit dans ses bras et elle a calmé. Le père a dit à la fille, tu dis pardon à ton petit frère, tu dis pardon à ton petit frère. Et comme elle ne s'est pas excusée, on l'a punie en la mettant au coin. Mais elle pleurait encore plus fort. Pour lever la punition, elle devait dire pardon à son petit frère, sinon elle y resterait. Bon, elle a fini par dire pardon, mais sans être convaincue. La maman a échangé à froid. Après, quand tout ça s'est passé, elle a échangé à froid avec la fille. Après, et lui a demandé ce qu'elle a retenu de cette leçon. La seule chose que l'enfant lui a dit qu'elle a retenue, c'est que papa m'a grondé, il ne m'aime pas, je suis trop triste. Papa m'a grondé, il ne m'aime pas, je suis trop triste. La mère lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il t'a grondé? La réponse est, je ne sais pas. Bien. La mère lui a calmement expliqué pourquoi il a grondé, que c'est parce qu'elle avait fait mal à son petit frère, etc., etc. Deuxième situation, où ils n'ont ni Monsieur, grondé, ni puni alors, leur frère. envoie-moi ça par WhatsApp, c'est pas arrivé. Donc, un soir, de retour du bureau, ils se sont lancés dans un jeu de cartes avec leur fille aînée. Le petit frère qui n'avait qu'un an voulait jouer aussi. Mais comme il ne savait pas jouer, il a attrapé 10 cartes en même temps au grand désespoir de sa sœur qui lui dit « Léon, tu nous laisses jouer s'il te plaît, tu nous laisses jouer aux cartes » tout en le poussant suffisamment. Et quand elle l'a poussé, le petit est tombé à la renverse sur la moquette. Il s'est cogné la tête au sol et il s'est mis à hurler. La maman a immédiatement pris le petit frère dans ses bras et elle s'est mise à parler au petit frère en lui disant « Pardon, Léon, pardon. Je pense qu'elle ne l'a pas fait exprès. Pardon, elle ne voulait sûrement pas te faire du mal. » Elle a préféré essayer de persuader sa fille qu'elle voulait bien faire, plutôt que de la persuader qu'elle était méchante. La fille a senti que son geste n'était pas bien et elle en était triste. Et la maman, plutôt que de lui imposer une façon de réparer son erreur, elle lui demande « Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton petit frère Léon ?» Et la fille répond « Attends maman, je vais lui faire un câlin. » Et elle est venue, elle a fait un câlin à son frère. Et elle lui a dit « Pardon Léon, tiens, regarde la boîte qui fait la musique. » Et ils ont repris leur partie de cartes. Et à un moment, la fille dit à Léon « Léon, si tu veux, tu peux venir jouer avec nous. » Et l'ambiance était favorable, était très bien. Bon, que retenir de tout ça? Dans la première situation, la fille pleure non pas parce qu'elle regrette son geste, mais parce qu'elle est triste de s'être fait gronder. Dans la deuxième, non seulement elle a dit un vrai pardon à son petit frère, mais en plus, elle lui a permis de rejouer avec elle. L'objectif n'est pas de gagner une bataille avec son enfant, ni de le dominer. L'objectif est d'être attentif à ses préoccupations internes et d'influencer son enfant pour le responsabiliser de façon qu'il ou elle ne se comporte pas bien seulement quand il est avec nous, mais aussi qu'il ait le bon comportement parce qu'il croit et que s'établisse en lui la cohérence de vie dès le bas âge. L'outil dont je voudrais maintenant parler, c'est la fermeté. Les parents ne peuvent pas se laisser manipuler n'importe comment par les enfants avec leurs caprices. Qui vole un œuf volera un bœuf. Si tu cèdes à tous les caprices de ton enfant, tu es en train de former un dictateur et un paresseux qui ne pourra pas s'adapter aux lois de la société et qui aura du mal à vivre en couple quand il sera grand. Les parents laxistes interviennent souvent pour sauver leur enfant des conséquences de leur comportement, parfois à l'école, et de les tirer des situations qui pourraient être des occasions d'apprentissage utiles. Donc, ne considérons pas les limites et les commandements comme quelque chose qui est négatif, forcément, mais l'objectif des commandements et des limites, non pas pour but de réduire notre épanouissement, mais d'organiser notre liberté de manière satisfaisante. Donc, en imposant des limites à mon enfant, en étant ferme dans ces limites, je suis en train de lui apprendre à canaliser et à organiser sa propre liberté. Et je lui apprends à ne pas vivre le libertinage, mais à vivre la liberté des enfants de Dieu. L'autre outil que nous pouvons exploiter, c'est l'exemple et la cohérence de vie. On dit que l'arbre se reconnaît à son fruit. Je n'ai pas lu les études à ce sujet, mais je pense que la grande majorité de l'apprentissage provient de l'imitation.
Nos enfants nous copient. À la maison, quand papa boit l'eau en mettant la bouche directement sur la bouteille, sans passer par le verre, alors les enfants oublient les verres ou les gobelets et ont tendance à faire comme lui. Quand maman insulte un de ses enfants, fainéant, qu'est-ce que tu fais là? Alors quand elle sort, le grand frère, quand il reste seul avec les enfants ou avec ses petits, sa meilleure façon de prendre autorité sur eux, c'est de les appeler fainéants. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, de même que nous, on se discipline pour être cohérent, de même, nos enfants vont se discipliner avec leurs frères et avec d'autres personnes. Moi-même, j'ai remarqué chez moi, quand j'essaie de donner le bon exemple aux enfants, je vois qu'ils font plus d'efforts. Dernièrement, ma femme a voyagé et je suis resté seul avec les enfants. Je me suis rendu compte que quand je suis engagé dans les tâches ménagères avec eux, ils ont tendance à diminuer leur niveau de paresse. Mais quand j'organise seulement le tableau, je dis, toi, tu fais ça, et moi, je reste tranquille. Je suis là comme un directeur qui pilote seulement les choses. Alors, dès que, d'abord, on ne fait pas bien, et quand on fait, on essaie de faire en sorte qu'on fait rapidement et on quitte dessus. Et quand il y a moyen d'échapper, on échappe à ça. Donc, vraiment, notre exemple et notre cohérence de vie, c'est le meilleur enseignement pour nos enfants. L'outil que nous pouvons exploiter également, c'est l'écoute. Ça, c'est dans presque tous nos thèmes, l'écoute revient. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Dans la Bible, on dit schéma Israël. C'est-à-dire, écouter là, c'est plus important que tout. Quand tu écoutes bien et quand tu écoutes ce que la personne dit, quand tu écoutes ce que la personne ne dit pas, alors tu peux mieux l'aider. Nous, les parents, nous sommes appelés à accompagner le développement intégral de notre enfant pendant sa vie. Pas de vivre sa vie. Pas de vivre sa vie. C'est pourquoi le style directif peut être nécessaire pour les tout petits quand ils sont encore avant l'âge de l'adolescence. Mais il est important d'écouter les signes qui ressortent de sa vie et des crises qu'il ou elle traverse. J'ai lu sur Internet une femme qui disait que lorsque sa fille de 3 ans, qui savait déjà aller aux toilettes, s'est mise à faire caca dans sa culotte, elle a tout de suite su que c'est un signal qui indiquait que l'enfant allait traverser ou était en train de traverser une nouvelle crise de croissance. Nous devons écouter nos enfants, ce que nos enfants nous disent et ce qu'ils ne disent pas. Le langage corporel peut aider à déchiffrer le message. C'est notre rôle de toujours décoder le bon message et agir en conséquence. Ma mère était capable de me regarder et de dire, ce gars-ci, il a faim. Donc, vous les mamans, vous les papas, vous avez, en regardant vos enfants, vous savez voir ce que l'enfant est en train de nous ressortir en réalité de sa vie, en dehors de ce qui sort de sa bouche. L'écoute est centrale. Le style directif, c'est bon quand les enfants sont tout petits, mais quand ils commencent à devenir adolescents, c'est bon d'écouter un peu plus et de comprendre le fond de ce qui est dans leur vie pour pouvoir mieux les accompagner. Outil très utile également pour nous les parents, c'est la confiance et la liberté. Quand nos enfants grandissent, ils se demandent, nous sommes de quel côté? Ça, je l'ai tiré du livre Positive Discipline for Teenagers, qui est écrit par James Nelson et Lynn Lott. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Vous êtes de quel côté? Du côté de l'enfant? Quand votre enfant avait 1 an et vous vouliez lui apprendre à marcher, vous teniez sa main pour marcher avec lui. Et ensuite, vous lâchez sa main. Et même quand l'enfant de 1 an tombe, vous êtes prêt à aller l'aider à se relever. Vous accompagnez l'enfant, mais ce n'est pas grave s'il tombe. C'est pareil quand il devient grand et surtout quand il est adolescent. Une partie de son apprentissage risque de passer par les verres cassés ou la voiture qui l'a bousillé. Ah oui, avant d'être ce que nous sommes, avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, parents, nous avons fait plein de dégâts. Hein? Il y a des gens qui ont pris la voiture de papa et qui ne savaient pas encore démarrer et qui ont envoyé la voiture sur le mur. Donc, ça on n'y peut rien.
à l'adolescence, on va avoir des choses qui vont arriver, mais maintenant, la suite, c'est comment j'accompagne l'enfant. Tu es de quel côté? Ou même, tu vas trouver que l'enfant s'est égaré dans l'alcool ou encore dans les drogues. Dans les pays, dans certains pays, on a ces cas de façon très marquée. Donc, nous, parents, nous avons une grande responsabilité là derrière. Une partie de lui ou d'elle doit toujours être assurée qu'en parlant à son parent, il ou elle ne sera pas jugé, ne sera pas jugé, mais va toujours mériter votre confiance. Une des choses qui fait que nous sommes chrétiens, c'est le fait que Dieu, dans son infinie bonté, arrive à nous regarder encore comme ses enfants, malgré les péchés et malgré le fait que nous avons cloué son Fils sur la croix. Un outil fondamental, très utile dans le management de la maison, de la famille que j'ai découvert, ce sont les réunions de famille. Les réunions de famille, ici, je ne veux pas parler des réunions de la grande famille élargie qui a lieu peut-être tous les ans pour certains. Non, je veux parler de la réunion de notre famille nucléaire, papa, maman et les enfants. Est-ce que les réunions de famille sont nécessaires? Il y a beaucoup de familles ici qui, en réalité, n'ont pas un programme ou bien qui ne tiennent pas de réunions de famille de façon régulière. Peut-être parce qu'elles ne trouvent pas que c'est utile. Mais nous, en tout cas, nous trouvons, ça nous aide beaucoup. Les réunions de famille sont un outil formidable car elles créent une plateforme d'échange qui permet d'enseigner les valeurs et les compétences sociales à nos enfants, tout en maintenant la dignité et le respect. La réunion familiale travaille quoi? Ça travaille l'écoute et le respect mutuel. Quand l'enfant, s'il veut parler, l'autre se met à parler, on canalise, ça permet de faire que j'apprends à écouter. Ça travaille la capacité de raisonner ensemble à travers le brainstorming. On a un souci maintenant à gérer. Il y a la barrière du voisin qui est tombée ou bien il y a telle personne à aider au quartier. Est-ce qu'il faut aider? Est-ce qu'il y a un brainstorming qui se fait et chaque enfant commence à parler? On parle. Et quand on parle, à la fin, on trouve une solution ensemble. Donc, ça aide l'enfant à raisonner ensemble. Ça développe la capacité à résoudre les problèmes. Ça développe la capacité de prendre du recul pour résoudre un problème. Par exemple, quand les problèmes surviennent dans la famille, parfois, on peut garder et ne pas résoudre le problème à chaud. Il y a des problèmes pour lesquels il faut prendre du recul et dire, par exemple, que mettons ça comme un point de la prochaine réunion de famille. Ça fait que ça donne le temps d'y réfléchir. Et ensuite, quand on vient à la réunion de famille, on vient avec des solutions plus concrètes parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir. Les réunions de famille développent l'attention aux autres, la coopération, l'acceptation des fautes, des erreurs dans un environnement sécurisé. Les enfants, comme nous-mêmes, nous admettons, et les enfants, nous admettons facilement que nous avons commis des erreurs, que nous savons que nous allons être soutenus et qu'on va nous aider à trouver des solutions à nos difficultés et non pas être blâmés. Et la réunion de famille, justement, c'est ça. Parce que si papa est toujours en train de gronder dans la réunion de famille ou maman est toujours en train de lever la voix pour dire les fautes de tout le monde dans la réunion de famille, à la fin de la réunion, là, elle n'aura plus lieu. Chacun va trouver un prétexte pour s'enfuir. Mais quand il y a des réunions régulières, ça fait qu'on accepte volontiers que, bon, OK, là, d'accord, tu as raison. Sur l'autre point, je ne suis pas d'accord, mais sur ça, quand même, OK, je comprends, je suis d'accord. Et là, on grandit. Et la réunion famille permet donc de choisir des solutions qui respectent la dignité des autres. Pour les parents, la réunion de famille, c'est également une opportunité pour éviter d'enseigner la même chose à chaque enfant individuellement. Quand tu prends X, tu lui parles de telle chose. Tu prends Y, tu parles de la même chose. Pour les familles nombreuses, ce n'est pas forcément facile. Pourtant, quand vous faites la réunion, là, tu donnes le même message et vous discutez une fois. Bref, c'est comme en entreprise. Au lieu d'aller voir chaque agent pour expliquer une chose, vous réunissez et voilà, vous faites la réunion, c'est bien. La réunion de famille permet aussi de créer de bons souvenirs à travers une tradition familiale. Comme ça, quand ton enfant sera grand, quand il sera déjà marié, on avait l'habitude de se réunir tel jour et ça fait chaud au cœur. On voyait papa qui faisait ça, on voyait maman qui faisait ci, et ça fait chaud au cœur. Et ça permet simplement d'avoir un peu de joie ensemble.
Et ça permet également de présenter les cas pratiques qui ressortent, qui permettent de ressortir les aptitudes que nous souhaitons développer chez les enfants. Il y a telle chose que on veut expliquer à l'enfant, on prend un exemple et quand on développe ça, le cas pratique là nous aide à développer un point bien précis. Alors, l'outil réunion de famille, comment l'exploiter de façon optimale? Au lieu de traiter les problèmes à chaud, comme je l'ai dit, on peut garder les problèmes et ça permet de prendre du recul et les traiter pendant la réunion de famille. Le deuxième moyen d'exploiter la réunion de famille, c'est que la réunion de famille est un moment très utile pour la réflexion sur une question sans forcément trouver immédiatement la solution. Ce n'est pas parce qu'on a un problème que forcément, il faut qu'on trouve la solution là, là, là. On peut tenir la réunion, mais papa et maman, on ne sait pas forcément tout. À un moment donné, il faut être capable de dire à l'enfant, je ne sais pas, mais on va chercher. Ou alors, cherchons ensemble sur Internet, cherchons ensemble comme ça, cherchons comme si, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je vais demander à tonton tel. Lui, comme il est dans ça, il va peut-être nous dire. Donc, c'est une façon, ne venons pas être des petits dieux dans la réunion de famille, ça ne va pas marcher. La réunion de famille crée un fort sentiment d'appartenance chez les enfants, surtout chez les adolescents. Et donc, ça fonctionne mieux quand ça se tient avec une fréquence plutôt qu'au milieu d'une crise, on dit que, bim, décision, réunion de famille. Non, qu'il y ait une fréquence régulière, concept, c'est tous les samedis, tous les dimanches, après la messe, ou bien tous les mois, tous les jours, bref, suivant votre calendrier. Discuter de tout au cours d'une réunion de famille, quels que soient les sujets, même les sujets les plus extraordinaires ou les sujets mondains. Les parents, ça nous impose qu'on se cultive régulièrement ou qu'on cherche. Et si on n'a pas la réponse, d'accord, on dit, attendez, on va chercher un peu plus. Mais ça permet de donner aux enfants l'essentiel de nous-mêmes. Souvent, tu vois des parents qui sont très bien, mais des enfants qui sont complètement décalés des parents. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une communication efficace. Les parents devraient s'assurer aussi, pendant la réunion de famille, qu'ils ne monopolisent pas la parole. De même, critiquer les enfants ou leur donner des ordres pendant la réunion, ça fait échec au but de la réunion de famille. Donc, la réunion de famille, c'est un super moyen, c'est très utile pour réaliser la prière en famille. Ça aussi, ça peut être exploité. La prière, c'est la source où nous buvons pour avoir la force contre la tentation. C'est la réunion de famille, c'est bon, c'est à la prière en famille que j'apprends à mes enfants à prier comme moi. C'est là-bas que je leur donne les moyens pour lutter quand ils vont être face au péché. Et quoi de mieux que de laisser à nos enfants comme héritage de la source pour toujours revenir à Dieu. La prière en famille rend nos enfants plus forts contre la peur des mauvais esprits, etc. La prière en famille, ça solidifie, ça nous donne la confiance. En fait, au lieu de dire réunion familiale, nous pouvons même l'appeler prière en famille. C'est vrai, si on dit, quand on dit prière en famille, il y a une autre organisation. Mais on peut avoir des séances de réunion de famille et certaines séances qui sont prises pour faire prière en famille, afin de montrer que nous nous réunissions pas seulement pour discuter, mais aussi pour prier. La prière en famille, c'est une occasion parfaite de lire la Bible ensemble et de l'interpréter. Parce que si je n'interprète pas la Bible à mes enfants, d'autres personnes vont lui donner une interprétation qui n'est pas forcément celle que je veux qu'ils aient. Donc, la prière en famille, c'est un bon moment pour lire la Bible et montrer ça aux enfants et l'expliquer aux enfants. Faites en sorte que chaque membre de la famille ait son tour pour diriger la réunion, si c'est possible. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de X, c'est le tour de la plus petite. Papa, aujourd'hui, c'est moi qui donne la parole aux gens. Toi, tu parles 5 minutes, toi, tu parles 10 minutes, toi, tu parles pas. Ça fait fun, ça fait jeu, c'est bien. Ça fait que chacun se sent, concerné. Et ça fait que la réunion est très bien. N'essayons pas de décider forcément une solution sur des sujets controversés, surtout s'il y a des enfants adolescents.
parfois, il faut proposer de prendre d'autres informations et de demander l'avis de Papa Dieu, par exemple, dans la prière, pour en parler à une prochaine réunion. Voilà pour les réunions de famille. Je sais que j'ai été un peu long sur ce point, mais c'est un point qui me tient à cœur et c'est très utile pour les familles. Un autre outil pour éduquer nos enfants, c'est les médias, tout ce qui est équipement informatique et Internet. Il y a tout un thème que nous avons sur les masses médias, mais je voudrais juste nous rappeler quelques éléments, notamment l'impérieuse nécessité pour nous, parents, de garder un œil sur ce que font nos enfants sur Internet et sur le temps passé devant les écrans. Nos enfants, surtout les adolescents, ils ne sont pas encore grands. Enfant égale enfant. Il ne faut pas croire que parce que l'enfant te montre un certain niveau de responsabilité, l'enfant a déjà une maîtrise de la vie. Non, nous avons à les aider. Il n'y a pas que du mauvais dans les outils informatiques. Plusieurs enfants arrivent dans les écoles d'architecture ou de programmation informatique avec une longueur d'avance parce qu'ils ont développé des programmes opérationnels ou dessiné des méga structures quand ils étaient encore petits sur leurs ordinateurs. De l'autre côté, il y a les mauvaises influences sur les réseaux sociaux, les contenus obscènes sur certains sites web, les contenus qui rendent accro sur certaines pages ou certains jeux en ligne. L'important, c'est d'établir en accord avec les enfants des lignes directrices par rapport auxquelles ils devront être responsables de l'application. Ici, je vais faire quelques suggestions pour fixer ces lignes directrices. C'est juste des suggestions. Chacun va adapter ou bien voir suivant son contexte particulier. Une des suggestions, c'est donner aux enfants des choix limités quant à la durée et au moment où ils peuvent utiliser les médias. Par exemple, pas de téléphone ni tablette pendant les soirs d'école, c'est un exemple, ou bien 90 minutes ou jusqu'à 2 heures tous les week-ends de télé ou bien d'Internet ou de X ou Y. N'installez pas de téléviseur ou d'ordinateur dans la chambre de vos enfants. Décidez ensemble d'une sorte de temps de stationnement nocturne de tous les appareils. À une certaine heure, par exemple 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, ordi, téléphone, tout ça là, on garde dans un tiroir et c'est papa ou maman qui a la clé. Car certains adolescents envoient les SMS toute la nuit et ils n'arrivent pas à dormir. Et c'est pour ça qu'ils se sentent si fatigués et parfois de mauvaise humeur le lendemain. Discutez avec vos enfants de ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux et de ce qu'ils font, de ce qu'ils jouent, de leur jeu et tout. Rappelez à vos enfants que tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, pour nous disons à nos enfants que tout ce que tu postes là-bas, c'est la même chose que si tu vas te tenir au marché, tu parles. Le marché central, pour ceux qui connaissent un peu à Douala, le mall, pour ceux qui sont peut-être en Europe, c'est comme si ton enfant va en pleine rue ou bien en plein mall, donner son âge, son prénom, son temps, tout ce qu'il a. Il faut savoir que l'information qui est publiée là, qu'est-ce qui se passe parfois? J'envoie une photo à une amie, c'est une photo privée. Mon ami prend la photo et dit, regarde comment il envoie une amie commune. Regarde comment il était heureux ou bien elle était heureuse. Et l'amie commune veut, dans un autre forum, montrer aux gens que non, il y a des gens qui sont heureux malgré X. Il envoie la photo là-bas. À la fin, ma photo se retrouve sur Internet, se retrouve partout. Et voilà, je n'ai pas réellement de vie privée. Donc, ce que je dois envoyer sur les réseaux sociaux doit correspondre à ce que je dirais en public, au marché. Ne donnez pas à vos adolescents vos mots de passe, iTunes, Netflix et autres. Ils vont se mettre à télécharger les vidéos. Ce sont encore des ados. Ne croyez pas qu'ils vont se maîtriser. Ou alors, ayez le moment où vous vérifiez, vous contrôlez l'efficacité de ça. Contrôlez ça vous-même, je vous en prie. Donc, ça, c'était quelques exemples de lignes directrices pour garder une vie équilibrée avec les médias. Le moyen que je vais présenter maintenant, le dernier moyen, c'est simplement les moments de qualité en famille. Nous avons fait un thème où on a vu qu'il y a les moments de qualité et je ne vais pas revenir sur ce que c'est que moment de qualité, mais je vais donner quelques idées pour passer des moments de qualité agréables avec les enfants. Il y a des sorties ensemble, il y a faire des voyages longs avec eux, il y a faire des promenades ensemble, il y a faire des activités qu'eux, ils ont planifiées. Aujourd'hui, on fait quoi, les amis? Ça, là, souvent, je vois les femmes, c'est plus facile, mais pour nous, nous les hommes disent aux enfants, on fait quoi aujourd'hui?
le programme est déjà tellement dense, ce n'est pas évident. Mais consacrer un temps où je dis que ce jour-là, c'est pendant cette période-là, je suis avec mes enfants et je fais ce qu'eux, ils désirent. Papa, on va à la piscine. Papa, on va au marché. Papa, on va... C'est ça qu'on va faire. C'est ce que l'enfant a dit là qu'on va faire. Ça là, ça fait des moments de qualité vraiment agréables. Parfois, c'est simplement marcher ensemble. Être plus disponible simplement. Il faut travailler le respect mutuel pendant ces moments-là. Parfois, c'est les inviter à voir votre lieu de travail. Voici là où je travaille, voici là où je signe, voici là où je décide, voici la machine que je tourne, bien sûr avec les autorisations nécessaires. Alors, l'analyse des risques. Bon, je me rappelle un autre point de moins de qualité pour les femmes, c'est cuisiner ensemble. Ça, c'est magnifique. Les enfants sont très contents. En tout cas, chez nous, je me rends compte quand on est tous ensemble, certains épluchent la pomme, d'autres font ceci. Ainsi, quand on fait la cuisine tous ensemble, là, chez moi, les enfants sont heureux. Donc, je vous propose ça aussi, qu'il y ait des moments que vous craignez pour cuisiner ensemble. Entrons dans